Michel, je ne vous vois plus. C'est bon, Michel? Ah voilà. C'est bon. Je vais baisser un peu le son, c'est fort. Voilà, vous pouvez y aller, Michel. Bien, merci beaucoup Nicole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous poursuivons cette découverte ensemble des nouvelles règles du dialogue social dans l'entreprise. Et vous avez vu que ces nouvelles règles, elles s'appuient essentiellement sur deux processus. Le processus de négociation collective, qui est déjà à l'œuvre concernant les nouvelles règles applicables, mais sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez, parce qu'il y a régulièrement des questions. Et puis, d'autre part, ce dialogue social, en tout cas les nouvelles règles du dialogue social, vont s'appuyer sur le comité social et économique, qui lui va être mis en place dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, normalement, à partir du 1er janvier 2020. Donc cette année 2019 est une année importante, puisque dans la plupart des entreprises, ça n'avait pas été fait auparavant, donc dans la plupart des entreprises sont en train d'être négociés des accords d'entreprise, justement pour fixer un certain nombre de règles concernant les attributions et concernant le fonctionnement de ce comité social et économique. Puisque vous l'avez vu, une des grandes nouveautés, c'est que sur un certain nombre de questions, il sera évidemment toujours possible de regarder le code du travail pour trouver des réponses. En revanche, sur de très nombreuses autres questions, eh bien, la réponse figurera dans l'accord d'entreprise qui a été négocié et conclu. Et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, eh bien là, on se reportera de nouveau au Code du travail dans la partie des dispositions supplétives. Alors, j'ai vu quelques questions sur lesquelles on va pouvoir revenir, mais elles sont pas très nombreuses, elles sont extrêmement diverses. Donc, est-ce que vous auriez déjà un certain nombre de questions ou peut-être des sujets de préoccupation, même si ce ne sont pas directement des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez que l'on revienne, concernant en particulier le comité social et économique? Alors, je vois une question qui me parle des accords de branche. Si pas d'accord d'entreprise, oui. Alors, je suppose que votre question, elle porte sur l'articulation des sources, ce qui est évidemment une accord de branche devient supplétif. Bon, je fais un petit rappel alors en la matière. Donc, concernant l'articulation des sources, vous avez vu qu'on a une articulation entre différentes sources. Je ne vais pas revenir sur les sources européennes ou internationales, sauf si vraiment vous insistez, mais en ce qui concerne les sources internes, donc on a eu progressivement au cours de ces dernières années une nouvelle articulation entre la loi, les accords collectifs, entre les accords collectifs entre eux et entre les accords collectifs et le contrat de travail. Donc, point déjà très important pour s'y retrouver, il ne faut pas confondre les niveaux d'articulation. Est-ce que la question que je suis en train d'aborder, c'est une question où se pose l'articulation entre la loi et un accord collectif, par exemple la loi et un accord d'entreprise ou un accord de branche, ou bien est-ce que je suis sur une question entre accords collectifs, ou bien est-ce que je suis sur une question qui porte sur l'articulation entre accords collectifs et contrat de travail? Donc la question que vous posez, c'est la question de l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Donc c'est là que figure une des nouveautés essentielles des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi de mars 2018. L'accord d'entreprise, en règle générale, en principe, l'accord d'entreprise a primauté sur l'accord de branche. Cela signifie que quand nous serons confrontés dans l'entreprise à deux textes, un accord d'entreprise
et un accord de branche, eh bien, en règle générale, ce sont les dispositions de l'accord d'entreprise qui doivent s'appliquer. Ça n'interdira évidemment jamais à l'entreprise, à l'employeur, d'appliquer la disposition plus favorable. Mais, d'un strict point de vue juridique, entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, en règle générale, désormais, c'est l'accord d'entreprise qui prédomine. Ce qui veut donc dire que l'on ne s'occupe plus de savoir si le texte est plus favorable ou moins favorable. Alors, vous poursuivez la question, mais je n'ai pas terminé sur la réponse, donc je poursuis sur la réponse. Donc, en principe, mais il y a des cas où, en fait, l'accord de branche continue d'avoir la primauté. Et donc, pour l'essentiel, c'est l'accord de branche qui s'impose, notamment en ce qui concerne les grilles de classification, qui vont déterminer, suivant les branches, la qualification du salarié, son coefficient et son salaire minima, et d'autre part, à la primauté l'accord de branche en ce qui concerne les salaires minima, qui sont donc définis par les conventions collectives de branche. Donc ce sont les deux points essentiels. Il y en a d'autres, hein, on peut poursuivre si vous voulez, mais ce sont véritablement les deux points essentiels. Alors la question que vous posiez, c'est aussi la question, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'accord d'entreprise? Eh bien, quand nous sommes dans une entreprise où il n'y a pas d'accord d'entreprise, d'une certaine manière, rien ne change. C'est-à-dire que c'est toujours l'accord de branche qui va s'appliquer. Donc, en cas d'absence d'accord d'entreprise, pas de difficulté, c'est l'accord de branche qui s'applique. Alors, il y a d'autres situations particulières. Je vous en signale une, puisque la loi est en train d'être adoptée. Il y a une situation particulière dans le secteur du transport routier de marchandises. Dans le secteur du transport routier de marchandises, les organisations représentatives, patronales et salariées, ont signé un accord en 2017, 4 octobre 2017, où elles ont souhaité continuer à assurer la primauté de l'accord de branche. Alors évidemment, ça posait une petite difficulté. Petite, c'est un euphémisme. Ça posait une difficulté puisqu'en fait, leurs propos allaient à l'encontre des ordonnances. Mais au regard de leur insistance, eh bien, il a été décidé que dans ce secteur, le transport routier de marchandises, ce serait bien l'accord de branche qui aurait la primauté. Mais évidemment, pour cela, il faut déroger au Code du travail. Et donc, il va être voté dans le cadre de la loi mobilité, un article 42, qui va prévoir que dans ce secteur, eh bien, il y a primauté de l'accord de branche. Plus exactement, la loi, un article du Code des transports, va prévoir qu'un décret va pouvoir assurer la primauté de l'accord de branche en ce qui concerne notamment les majorations pour heures supplémentaires, en ce qui concerne les indemnisations, notamment en termes de frais de déplacement, et en ce qui concerne également un certain nombre d'indemnisations en matière de temps de travail, d'amplitude du temps de travail, de coupure, etc. Donc nous avons des situations particulières. Donc le paysage est évidemment relativement complexe, mais il faut retenir ces 2-3 règles essentielles. En principe, c'est l'accord d'entreprise qui a la primauté. Quand il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche, évidemment, qui s'applique. Et dans quelques cas particuliers, les grilles de classification, les salaires minima, et puis quelques autres points, eh bien, c'est l'accord de branche qui conserve sa primauté. Alors ensuite, vous aviez une autre question. J'ai vu que vous parliez de loi supplétive, mais là, en fait, on passait à autre chose. Alors, il y a une autre question qui vient. Si accord avec les délégués syndicales réduit à 6 réunions par an, 4 seront pour la commission, 2 réunions par an. Oui, j'ai pas eu le temps de lire votre question en totalité. Non, je peux pas vous répondre. J'ai pas vu votre question en totalité. Si vous pouvez la reposer. Mais Michel, vous pouvez la revoir
Dans l'onglet conversation. Dans l'onglet conversation. Qui est la troisième icône en partant du bout. En haut. La troisième icône en partant du bout. En haut. D'accord, merci. C'est bon? Merci. Si pas d'accord, merci beaucoup. La loi devient... Non, excusez-moi, je réponds à la question de la personne qui a comme pseudo Patricia 13, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendu là. À défaut d'accord de branche, la loi devient supplétive. Non, la loi ne devient pas supplétive. Il y a des cas où la loi est supplétive. C'est-à-dire que là, nous sommes dans l'articulation entre la loi et l'accord collectif. En règle générale, entre la loi et l'accord collectif, c'est la loi qui a la primauté. Ça demeure. Donc le principe de faveur continue d'exister. La loi fixe un plancher, et bien évidemment, des accords d'entreprise et des accords de branche peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Non, c'est pas l'ordre absolu. Je reviens sur ce point également. Ce qui montre que c'est important d'intégrer la nouvelle articulation des normes pour s'y retrouver. Hein. C'est au début de la séquence sur la négociation collective. Donc nous sommes là dans la question de l'articulation de la loi avec les accords collectifs. Principe, en règle générale, c'est la loi qui a la primauté. La loi fixe le plancher. Un accord d'entreprise, un accord de branche peut prévoir des dispositions plus favorables. L'exemple le plus simple, c'est évidemment l'exemple en matière de salaire. La loi fixe comme salaire minimum le SMIC. Un accord de branche peut fixer des salaires minima plus élevés. Un accord d'entreprise peut fixer des salaires réels encore plus élevés. D'accord. Bien. Ensuite, par rapport à ce principe, on va pouvoir, dans certains cas, écarter le principe de faveur par le biais de l'outil dérogation. Quand la loi l'a prévu, donc il faut que la loi le prévoie, quand la loi l'a prévu, eh bien dans un certain nombre de cas, l'accord de branche, en prévoyant parfois que c'est un accord de branche étendu, va pouvoir déroger à la loi. Un exemple qui découle justement des ordonnances de septembre 2017, c'est ce qui concerne les contrats à durée déterminée. Un accord collectif de branche qui a fait l'objet d'une extension par le ministre du Travail va pouvoir prévoir des dispositions différentes de celles de la loi en matière de durée maximale des CDD, en matière de nombre de renouvellements et en matière de période de carence. Exemple, vous avez un accord qui a été conclu dans la branche des industries pétrolières. Eh bien, cet accord prévoit que la durée maximale des CDD est de 30 mois, prévoit de mémoire 4 renouvellements possibles et prévoit une période de carence du quart du précédent contrat à durée déterminée sur le même poste de travail. J'attire votre attention sur le fait que cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par un accord de branche étendu, c'est-à-dire que un accord de branche est nécessaire, ce qui signifie que ce n'est pas possible de mettre en œuvre cette dérogation par un accord d'entreprise. Et d'autre part, quand il y a accord de branche signé par les organisations représentatives patronales et salariées, cet accord de branche doit avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension. S'il n'y a pas eu arrêté d'extension par le ministre du Travail, cet accord de branche ne peut pas produire d'effet. Autrement dit, il est très important à chaque fois que nous allons parler de dérogation, de vérifier que la loi autorise la dérogation et de vérifier que la dérogation est mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. Est-ce que c'est un accord de branche? Est-ce que c'est un accord de branche étendu? Est-ce que c'est un accord d'entreprise? Et que la dérogation est mise en œuvre dans le cadre des limites prévues par la loi. Ici, la loi prévoit que le recours au CDD, et ça c'est maintenu, le recours au CDD, c'est un sujet d'actualité, ne devra pas permettre de pourvoir
par le biais de CDD, des emplois permanents de l'entreprise. Bien. Et nous avons une autre possibilité d'écarter le principe de faveur, c'est ce que l'on appelle la supplétivité. Et donc, dans un certain nombre de cas, la loi est supplétive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme va être fixée par un accord d'entreprise. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, la norme va être fixée par un accord de branche. Et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise ni d'accord de branche, eh bien, la norme va être fixée par la loi. C'est le cas, par exemple, pour certaines questions en matière de temps de travail. Pour certaines questions en matière de temps de travail, par exemple, le taux de majoration des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est désormais fixé par accord d'entreprise, à condition qu'il soit d'au moins 10%. Et s'il n'y a pas d'accord d'entreprise par accord de branche, à condition que le taux soit au minimum de 10%, et s'il n'y a pas d'accord collectif, par la loi, et par la loi, nous retrouvons les anciens taux que la plupart d'entre vous doivent connaître, 25% pour les 8 premières heures, 50% au-delà. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en matière de temps de travail, la supplétivité n'est possible que pour certaines questions. Par exemple, il n'est pas possible, par accord d'entreprise ou par accord de branche, de prévoir des dispositions qui iraient au-delà de la durée maximale du travail de 48 heures par semaine ou de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Donc, quand nous abordons la question du temps de travail, il y a des dispositions qui relèvent toujours de la loi et il y a des dispositions qui vont relever en priorité des accords collectifs et à défaut de la loi. Bien. Alors, vous posiez également une question en vous demandant s'il s'agissait de l'ordre public absolu. Alors, votre question est vraiment bienvenue puisque ça nous permet de réviser ensemble. Il ne s'agit pas de l'ordre public absolu. Qu'est-ce que c'est que cet ordre public absolu? L'ordre public absolu vise en fait des dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger. C'est-à-dire des dispositions qui sont impératives. On ne peut pas les modifier, ni par accord de branche, ni par accord d'entreprise. Elles s'appliquent telles quelles. Quelques exemples. Il n'est pas possible par accord collectif de modifier la compétence des conseils de prud'homme. Il n'est pas possible par accord collectif de modifier la compétence de l'inspection du travail. Il n'est pas possible par accord collectif de modifier l'audience, le taux d'audience minimale des organisations syndicales pour être reconnues comme représentatives dans une entreprise. Vous avez vu qu'une organisation syndicale, pour être reconnue comme représentative dans l'entreprise, elle doit satisfaire à 7 critères, et parmi ces critères, il y a l'audience électorale. La loi a fixé comme audience électorale minimale dans l'entreprise le taux de 10%. Eh bien, il n'est pas possible, par accord de branche ou par accord d'entreprise, de prévoir un autre taux. Il n'est pas possible de prévoir 8%, il n'est pas possible de prévoir 12%. Cette règle des 10% est une règle d'ordre public absolu. À côté de cet ordre public absolu, nous avons les règles d'ordre public social. Et la quasi-totalité des règles sont des règles d'ordre public social, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de signer un accord d'entreprise ou un accord de branche qui prévoit des dispositions plus favorables que la loi. C'est le principe de faveur qui, bien évidemment, existe toujours et continue largement de s'appliquer. Et puis, à côté de ces règles d'ordre public absolu et de ces règles d'ordre public social, eh bien, nous avons un ensemble de dispositions où il est possible de déroger, on vient d'en voir quelques-unes en matière de CDD, ou bien des dispositions où il est possible de mettre en œuvre des accords et où la loi devient supplétive. Là, on vient également d'en voir quelques-unes. Alors, bon, ce paysage peut vous apparaître complexe, d'ailleurs, il l'est. Et donc, je vous invite ardemment à revoir la séquence
sur l'articulation des normes pour vous y retrouver, parce que évidemment c'est un point tout à fait important. Alors, pour ce qui nous intéresse dans le cadre de ce MOOC, c'est un point important à double titre. C'est un point important parce qu'il va déterminer la marge de manœuvre des organisations syndicales et des employeurs pour négocier un certain nombre d'accords dans l'entreprise. Donc c'est l'objet de la négociation collective qui est en jeu. Et puis, en particulier, c'est un point important puisque on a à bien comprendre les règles d'articulation des normes concernant en particulier le dialogue social. Puisqu'en matière de dialogue social, eh bien, nous sommes dans un domaine où effectivement nous avons une architecture où la loi peut être sur de très nombreux points supplétive. Donc toutes vos questions concernant justement ces articulations entre loi, accord collectif, entre accords collectifs et entre accords collectifs et contrat de travail, vos questions sont vraiment les bienvenues, elles permettent à tout le monde de réviser. Alors, vous aviez une autre question. Oui, je vois une question où il est indiqué, bon, si on a un accord qui réduit le nombre de réunions, je traduis, hein, je reprends vos éléments et je les repose. Un accord d'entreprise signé entre l'employeur et les délégués syndicaux qui fixe un nombre de réunions du comité social et économique à 6 réunions par an. Vous vous interrogez concernant les thèmes obligatoires. Nous parlons bien des réunions du comité social et économique. Donc, dans l'entreprise, par accord, on a décidé qu'il y aurait 6 réunions. Parmi ces 6 réunions, il y a au moins 4 réunions qui vont devoir porter sur des questions de santé et sécurité. Alors pourquoi 4 réunions? Eh bien parce qu'en fait, la loi a repris ce qui existait précédemment pour le CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ça signifie donc qu'au cours de ces 4 réunions, des questions de santé et sécurité vont devoir être abordées. Mais là, tout va dépendre du contenu de l'accord et tout va dépendre des acteurs, l'employeur, les élus du personnel, les organisations syndicales. Pourquoi? Ces 4 réunions ne vont pas forcément être entièrement consacrées à des questions de santé et sécurité. Peut-être qu'au cours de ces 4 réunions vont être abordées des questions de santé et sécurité, mais vont également être abordées d'autres questions. Des questions en matière d'emploi, des questions en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des questions en matière d'évolution de l'entreprise, etc. Et nous parlons bien des réunions du comité social et économique. Nous ne parlons pas ici des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail. La commission santé, sécurité et conditions de travail, elle, bien évidemment, elle va travailler exclusivement sur des questions de santé et sécurité. En même temps, la jurisprudence est quand même très large et cette commission, elle va sans doute être amenée à travailler sur de très nombreuses questions puisque la jurisprudence a pu considérer que, par exemple, l'évaluation du travail des salariés ou bien l'évolution concernant le mode de calcul de la rémunération, eh bien, toutes ces questions étaient des questions qui avaient des incidences en matière de santé au travail et que, par conséquent, hier, elles relevaient du CHSCT et aujourd'hui et demain, elles pourront, ces questions, relever de la compétence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Alors, vous vous interrogez donc pour savoir si 6 réunions, moins 4 réunions consacrées à la santé, sécurité, il reste 2 réunions. Est-ce que tous les thèmes obligatoires vont être traités au cours de ces 2 réunions? Tout va dépendre. Tout va dépendre de ce qui figure dans l'accord, tout va dépendre de ce que veulent les acteurs, tout va dépendre du jeu des acteurs entre eux, mais il est tout à fait possible que l'ensemble des thèmes sur lesquels le comité social et économique doit être consulté soient abordés au cours des 6 réunions au cours de l'année.
ce sont les acteurs qui vont le décider. Et votre question est importante parce que vous voyez bien que pour que les thèmes soient abordés d'une manière sérieuse, eh bien, il faut un minimum de temps. Il faut que les élus aient eu le temps de recevoir des informations, de les étudier. Il faut que l'employeur ait eu le temps d'élaborer ces informations et de développer une analyse. Et donc, ça ne peut pas se faire rapidement au cours d'un nombre limité de réunions. Vous avez vu que les thèmes sur lesquels le comité social et économique doit être consulté sont des thèmes nombreux et sont des thèmes qui sont relativement complexes, qui nécessitent donc l'investissement des élus et l'investissement évidemment de l'employeur. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à vos premières questions. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Alors, une question. Le CHSCT a été remplacé par la commission. Cette commission est-elle en droit à partir de 50 salariés? Alors, votre question est très importante. Je la reformule. Elle est bienvenue parce que c'est un point sur lequel il y a souvent des interrogations. Le comité social et économique, il reprend les attributions du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel. C'est le comité social et économique qui reprend les attributions du CHSCT. C'est le comité social et économique qui se voit reconnaître les attributions de l'ancien CHSCT en matière de prévention des risques professionnels, en matière de proposition à l'employeur d'un certain nombre de mesures de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Il y a toujours les deux volets, en matière d'enquête, etc. Ce sont les membres du comité social et économique, chaque membre à titre individuel, qui peuvent déclencher les droits d'alerte. Les droits d'alerte, droits des personnes, notamment en matière de santé, le droit d'alerte, danger grave et imminent. Autrement dit, c'est le comité social et économique en tant que tel qui prend la suite du CHSCT, comme il prend la suite du comité d'entreprise, comme il prend la suite des délégués du personnel. Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans les entreprises de 50 salariés et plus. La commission santé, sécurité et conditions de travail, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus, c'est une commission obligatoire, en plus, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et dans les établissements distincts d'au moins 300 salariés et dans des cas particuliers, dans les entreprises qui présentent des risques particuliers. Donc, d'un strict point de vue juridique et en termes de fonctionnement dans l'entreprise, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la CSSCT, c'est pas le CHSCT, c'est pas le nouveau CHSCT. Le nouveau CHSCT, c'est le Comité Social et Économique. Ce Comité Social et Économique, donc dans les entreprises les plus importantes, 300 salariés et plus, eh bien, il va pouvoir bénéficier du travail de la commission qui va pouvoir éventuellement préparer un certain nombre de travaux, mais les attributions consultatives sont toujours détenues par le comité social économique. C'est toujours le comité social économique qui pourra décider de recourir à un expert, notamment, par exemple, en matière de risques graves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élus au comité social et économique, ils vont devoir développer des compétences sur des champs particulièrement vastes. Ils vont être compétents concernant les orientations stratégiques de l'entreprise. Ils vont être compétents concernant la situation économique et financière de l'entreprise. Ils vont être compétents concernant la politique sociale de l'entreprise et en particulier les questions de santé et sécurité. Alors, hier, dans certaines entreprises, notamment dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il y avait parfois une certaine spécialisation avec des élus qui s'occupaient plutôt des questions économiques, des élus qui s'occupaient plutôt des questions de santé et sécurité. Eh bien, désormais, en tout cas, c'est ce qui serait souhaitable,
C'est évidemment plus contraignant, plus difficile, mais les enjeux sont importants. Il serait souhaitable que l'ensemble des élus s'investissent sur l'ensemble des questions. Et c'est pour cela que tous les élus au comité social et économique peuvent bénéficier de la formation en matière de santé-sécurité. Formation de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et formation de 3 jours, ce qui est peu, dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et les membres de la commission santé et sécurité des conditions de travail peuvent bénéficier d'une formation complémentaire sur des questions spécifiques en matière de santé et sécurité qui se posent dans l'entreprise. Donc la commission santé, sécurité et conditions de travail, c'est en plus pour le comité social et économique. Alors je ne sais pas si c'est très clair, je l'espère, on peut revenir sur cette question et puis de toute façon dans la séquence de la semaine prochaine, on va revenir sur des points concernant les attributions spécifiques du comité social et économique, mais on peut revenir parce que la question de la santé et sécurité est une question très importante, à de nombreux titres. Parce que c'est une question évidemment qui préoccupe les salariés, qui préoccupe les entreprises, et puis parce que un des points qui a souvent été critiqué, c'est la disparition des CHSCT. L'enjeu, c'est que les questions de santé et sécurité ne soient plus traitées de manière isolée, mais que les questions de santé et sécurité soient traitées avec les questions économiques, avec les questions d'emploi, avec l'ensemble des questions, qu'elles soient prises en compte dans l'ensemble des questions. C'est un enjeu évidemment important, mais là encore, tout va dépendre des accords qui vont être passés et tout va dépendre du jeu des acteurs. Est-ce que les élus, les organisations syndicales, l'employeur vont s'investir dans le cadre du dialogue social sur les questions de santé et sécurité, ou bien est-ce que, évidemment, on peut souhaiter que ça n'aura pas lieu, en tout cas, ça aura lieu le moins souvent possible, est-ce que ces questions de santé et sécurité vont être traitées d'une manière marginale? Alors, il y avait une question où on me dit c'est un conflit entre les délégués syndicaux qui ont signé un accord minimal, mais les membres du comité veulent travailler sur tous les thèmes, l'employeur les renvoie à l'accord. Oui, alors je suis pas sûr qu'il y ait conflit parce que ce sont les organisations syndicales qui présentent des élus. Ce sont les organisations syndicales, excusez-moi, qui présentent des candidats. Et ce sont ces candidats qui vont être élus au comité social et économique. Donc il y a un lien évidemment très fort entre les organisations syndicales et les élus au comité social et économique. Donc il ne faut pas avoir une vision trop conflictuelle du sujet. Hein. Les organisations syndicales et les élus, ce sont les organisations syndicales qui présentent des candidats aux élections, ils ont un certain nombre d'élus et évidemment ces élus vont souhaiter que les organisations syndicales, les organisations syndicales négocient des accords qui vont permettre au comité social et économique de fonctionner le mieux possible. Alors, il y a une question, est-ce que l'employeur est tenu de mettre en place la formation du comité, des membres du comité? Ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les membres du comité social et économique peuvent participer à des formations. Et l'employeur, il met pas en place la formation. L'employeur, il doit permettre aux salariés de partir en formation et il doit financer la formation, en particulier la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'est un droit des élus de se former. Et vous voyez bien qu'au regard de la complexité des questions, si les élus ne sont pas formés, ils ne peuvent pas exercer leur mandat. En tout cas, ils ne peuvent pas l'exercer d'une manière satisfaisante dans l'intérêt des salariés qui les ont élus. Donc la question de la formation des élus est évidemment une question essentielle, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment pour les élus au comité social et économique et éventuellement pour d'autres élus, les représentants de proximité ou d'autres. Il va être difficile de trouver des candidatures pour les élections.
très investis en CHSCT. Oui, alors je ne sais pas, hein, tout va dépendre des entreprises. Hein. Nous verrons comment les choses vont se mettre en place. Les élus qui étaient très investis sur les questions de santé et sécurité peuvent continuer d'être très investis sur les questions de santé et sécurité. Ça suppose quand même qu'ils soient élus au comité social économique. Au comité social économique, comme dans toute instance, hein, il y a des personnes qui sont plus investies sur certaines questions, et donc elles seront amenées sans doute à travailler davantage sur ces questions. Elles participeront aux formations. Si on est dans une entreprise de 300 et plus et qu'un accord a été signé en ce sens, elles pourront bénéficier de formations supplémentaires. S'il y a des enquêtes menées, eh bien, ce seront sans doute elles qui mèneront ces enquêtes. Les personnes qui avaient déjà acquis des compétences en matière de santé et sécurité pourront, dans le cadre du nouveau comité social économique, exercer ces compétences, évidemment, si ces personnes sont élues. Et si ces personnes ont moins d'appétence pour s'occuper de questions économiques, eh bien, elles seront néanmoins élues dans ce comité et elles pourront attirer l'attention lors de certaines discussions sur la prise en compte des questions de santé et sécurité. C'est l'enjeu, c'est l'objectif. Après, tout va dépendre du jeu des acteurs. Je le répète fréquemment, mais il en est ainsi avec ce nouveau cadre juridique. Le jeu des acteurs est déterminant. Ce sont les acteurs, les élus, les organisations syndicales, les employeurs qui vont déterminer les règles du jeu dans chaque entreprise. Alors, une question, une remarque, un délégué syndical n'est pas toujours élu au comité, oui, bien entendu. Un délégué syndical, souvent, n'est pas élu au comité social et économique. Bien évidemment, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une remarque, en tout cas c'est juste. Un DS n'est pas toujours élu au comité social et économique. Vous avez vu qu'il y a en particulier une situation particulière hein, dans les entreprises de moins de 300, puisque dans les entreprises de moins de 300, le DS est de droit représentant syndical au comité. Dans les entreprises de 300 et plus, eh bien, il peut être élu. Tout va dépendre des situations, de la taille des entreprises, bien entendu. La difficulté sera pour les très petites entreprises de 11 à 24 salariés où il y a un seul élu et un suppléant. Oui, mais là, c'est déjà le cas. C'est le cas actuellement, donc il n'y a rien de très nouveau. Oui, il y a une difficulté parce qu'il y a peu d'élus, mais en même temps, l'effectif salarié est peu important. Alors, il y a des situations dans d'autres pays qui sont différentes. Hein. Il y a des situations qui sont différentes dans certaines branches professionnelles. Hein. Dans certains pays, dans certaines branches professionnelles, il est possible d'avoir des élus à partir de 5 salariés. Mais là, pour le coup, la situation dans les entreprises de 11 à 24 n'est pas bousculée. Simplement, les délégués du personnel ne s'appellent plus délégués du personnel. Hein, ils s'appellent membres de la délégation du personnel au comité social économique. On les appellera sans doute les délégués au comité social économique. Ils ont toujours les mêmes attributions en matière, ils portent les réclamations des salariés en matière de salaire, ils portent les réclamations des salariés en matière d'application de la loi et des conventions collectives. Ils peuvent déclencher le droit d'alerte, le droit des personnes, ils peuvent déclencher le droit d'alerte danger grave et imminent. Ils ont beaucoup d'attributions, ces délégués dans les petites entreprises de 11 à 24 salariés. Je ne sais pas si votre remarque appelle une question ou une réponse particulière, n'hésitez pas en la matière. Alors, un DS peut-il cumuler son mandat avec celui d'élu, titulaire ou suppléant? Oui, un DS peut, un délégué syndical dans une entreprise de plus de 300, un délégué syndical dans une entreprise de plus de 300 peut effectivement cumuler ses mandats. Oui, tout à fait. En revanche, s'il est DS dans une entreprise de moins de 300, il est de droit représentant syndical, donc il ne peut pas être en même temps élu, mais il peut, s'il a été élu, préférer être élu plutôt que d'être délégué syndical, représentant syndical, pardon. Donc le délégué syndical dans une entreprise de moins de 300 peut préférer, à titre personnel, pas vraiment, mais en lien avec
en lien avec ceux qui l'ont élu et en lien avec sa section syndicale. Tout dépend de fonctionnement, tout dépend des différents fonctionnements dans les entreprises. Il peut donc préférer être élu et donc il peut renoncer au fait d'être représentant syndical au comité social et économique et préférer siéger comme élu. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, l'organisation syndicale représentative n'a pas de représentant syndical au comité, mais elle a un élu qui a peut-être une expertise en la matière. Quel tribunal est compétent? Oui, le tribunal compétent, c'est le Conseil des prud'hommes. Tout à fait. Tout à fait. La jurisprudence est rarissime, hein, c'est-à-dire qu'on peut supposer que quand des élus demandent à bénéficier d'une formation, eh bien, l'entreprise s'organise pour que l'élu puisse partir en formation. C'est 5 jours hein, dans une entreprise d'au moins 300 salariés, 3 jours dans une autre. Et la formation est tout à fait essentielle en matière de santé-sécurité. Donc pas mal de questions ce soir, hein, c'est très bien. On rebalaye des questions en matière de négociation collective. On aborde différentes questions en matière de comité social économique. D'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaiteriez que l'on revienne? Non? Allez-y, même sur des séquences des semaines, des semaines passées, hein, n'hésitez pas. Un élu, dans les entreprises de plus de 300, un élu peut aussi être élu. Dans, je ne sais pas si vous pourriez peut-être préciser votre question. Euh, les élus, désormais, ils appartiennent à une seule instance. C'est le comité social et économique. Le comité social et économique fusionne, pas à droit constant, hein, puisque vous avez bien compris que le droit a évolué de manière très sensible. Mais dans une entreprise, donc, nous... un DS peut aussi être DS. Euh, Excusez-moi, parce que vous m'avez posé 4 questions en même temps et je ne vais pas pouvoir répondre à 4 questions en même temps. Alors, je reprends. Il y a apparemment une question. Donc, concernant les élus sont forcément des élus au comité social et économique désormais dans les entreprises. On peut avoir d'autres structures. On peut avoir un comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement dans les entreprises à établissements multiples. On peut avoir toujours des comités de groupe. On peut avoir toujours, bien évidemment, des comités d'entreprise européens. Enfin, pour l'essentiel, les élus, ce sont les élus au comité social et économique. Bien. Vous aviez une question concernant le délégué syndical. Une personne qui est déléguée syndicale peut se présenter, bien évidemment, et c'est souvent le cas. D'ailleurs, pour pouvoir être délégué syndical, cette personne s'est certainement présentée aux élections au comité social et économique. Bien. Si nous sommes dans une entreprise de 300 et plus, cette personne qui a été désignée déléguée syndicale, elle peut être en même temps élue au comité social et économique. En revanche, si nous sommes dans une entreprise de moins de 300, cette personne qui est déléguée syndicale, elle est de droit représentant syndical au comité social et économique. Donc elle ne peut pas être à la fois représentant syndical et élu. Voilà simplement, il y a juste ce point qui est original dans les entreprises de moins de 300. Le délégué syndical est de droit représentant syndical. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas le cas dans une entreprise de 300 et plus, où là, l'organisation syndicale va pouvoir désigner un représentant syndical au comité, en plus du délégué syndical. Alors, j'essaye de retrouver les autres questions que vous aviez posées. Alors,
Il y a une question qui concerne les établissements scolaires privés, mais il n'y a rien de particulier concernant les attributions du comité social et économique. Les attributions des comités sociaux et économiques sont définies par la loi, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, ce sont les mêmes attributions qui s'appliquent. Ensuite, il y a une question sur les élections, sachant que la représentativité inégale peut occasionner une attribution trop restreinte. Je ne comprends pas votre question là. Dans ces établissements, comme dans les autres, le seul critère pour organiser les élections, c'est l'effectif de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas de spécificité dans la loi suivant le secteur d'activité. Mais peut-être que vous pourriez préciser votre question. Quel que soit le secteur d'activité, les attributions du comité social et économique définies par la loi sont les mêmes et les règles en matière d'élection professionnelle sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de spécificité. Mais préciser votre question, c'est sans doute intéressant, mais là, je ne vois pas bien quel est l'objet de votre demande. Il y avait d'autres questions. Je crois qu'il y a une question que je n'ai pas identifiée, que je ne retrouve pas. Alors, ah oui, quels sont les textes concernant la loyauté du dialogue social? Alors ça, c'est une question très qualitative, c'est une très belle question. Vous avez compris, vous avez vu qu'en France, nous avons un droit des accords collectifs. C'est-à-dire que nous avons un droit qui définit d'une manière très riche ce que doivent contenir, ce que peuvent contenir les accords collectifs, comment ces accords collectifs s'articulent entre eux. Bien. Comment ces accords collectifs s'articulent avec la loi, avec les contrats de travail. D'accord. Donc nous avons un droit des accords collectifs. Nous avons un droit de la négociation collective. Mais ce droit, il est encore en cours de construction. Bien évidemment, la manière dont on va négocier, le processus de négociation collective va avoir des effets, va avoir des conséquences sur le résultat, sur l'accord qui finalement va être signé ou pas, et sur le contenu de cet accord. Alors, le juge a été saisi depuis de nombreuses années d'un certain nombre de questions concernant justement ce processus de négociation collective. Et le juge, dans un certain nombre d'affaires, a fait appel à des règles de droit civil, concernant notamment la bonne foi. Cette bonne foi, on l'a réinterprétée en droit du travail, où on parle plutôt de loyauté. Et donc, émerge progressivement un principe de loyauté de la négociation collective. Ce principe de loyauté, il va signifier que dans une négociation collective, pour qu'il s'agisse d'une véritable négociation collective, d'une négociation collective authentique, d'une négociation collective à armes égales, comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, pour que ce soit une vraie négociation collective, eh bien, il y a des comportements qui doivent être adoptés et il y a des actes qui doivent, au contraire, être évités. Et on va retrouver ces règles dans le Code du travail et on va retrouver ces règles dans le Code civil. C'est très intéressant parce que le Code civil, qui a été réformé en 2016, et en matière de droit des obligations, nous avons de nouvelles dispositions applicables depuis le 1er octobre 2016, eh bien, le Code civil nous dit que, en particulier, les négociations précontractuelles doivent être de bonne foi, doivent se tenir dans le cadre de la loyauté, ce qui signifie en particulier que quand une partie détient une information et que cette information est déterminante, eh bien, cette partie doit communiquer cette information à l'autre partie. Eh bien, c'est ce qui vient d'être jugé, par exemple, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui, au mois de mai, a considéré
que dans une négociation qui portait sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, eh bien, l'employeur n'avait pas communiqué toutes les informations prévues dans la base des données économiques et sociales et n'avait pas communiqué un certain nombre d'informations pertinentes. Et donc, le juge des référés a suspendu la négociation collective et a ordonné à l'employeur de communiquer aux organisations syndicales un certain nombre d'informations, et donc tant qu'il n'a pas communiqué ces informations, la négociation ne peut pas se poursuivre. Négociation loyale, ça veut dire également qu'il y a co-construction de l'accord. Cela signifie que c'est la délégation employeur et les délégations syndicales qui vont ensemble rédiger, qui vont ensemble élaborer l'accord d'entreprise. Autrement dit, ce n'est pas une seule partie qui va rédiger l'accord d'entreprise final, c'est une co-construction. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas. Par exemple, on ne doit pas discriminer une organisation syndicale, on ne doit pas privilégier une organisation syndicale. La direction de l'entreprise ne doit pas s'abstenir de répondre aux propositions alternatives de l'organisation syndicale. Elle doit au contraire engager la négociation, ce qui signifie en particulier eh bien, adopter un comportement en vue d'aboutir à un accord et notamment répondre de manière motivée aux propositions alternatives des organisations syndicales. Donc c'est un processus qui se met en place et donc nous avons quelques textes dans le Code du travail, quelques textes dans le Code civil, mais pour l'essentiel, ce principe de loyauté, eh bien, il est élaboré par la jurisprudence à travers des affaires particulières. Je pourrais vous donner un certain nombre de références, si vous le souhaitez, sur, évidemment, le forum. Alors, je regarde parmi les autres questions qui avaient pu être posées. Oui, alors concernant la répartition des responsabilités au niveau du comité social économique, le secrétaire va être élu par le comité social économique lors de la première réunion. Un trésorier va également être élu. Alors, je suis un tout petit peu ennuyé parce que là, vous me posez des questions qui vraiment étaient, où vous aviez les réponses dans un certain nombre de séquences. Mais bon, on va revenir sur ces points. Oui, l'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire. L'ordre du jour de chaque réunion du comité social économique est établi par le président et le secrétaire. C'est le président qui envoie les convocations avec l'ordre du jour à chaque membre du comité. Nous sommes dans une situation originale en France, puisque le président de cette institution représentative du personnel, c'est l'employeur. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, eh bien, le président du conseil d'établissement, c'est évidemment, pour les Allemands, un élu du personnel. Donc, on est dans une situation originale. Donc, les deux personnes clés du comité social économique, c'est le président, l'employeur, et le secrétaire, qui est un élu du personnel. Autre question? Non, je ne sais pas. Oui, alors le règlement intérieur, effectivement, le mot règlement intérieur commence à être très employé. Ici, nous parlons du règlement intérieur du comité social et économique, qui va fixer toute une série de règles de fonctionnement très concrètes. Par exemple, comment on va diffuser les procès-verbaux de réunions de comité. On les affiche, on les diffuse par le biais de l'intranet de l'entreprise, etc. À ne pas confondre avec le règlement intérieur élaboré par l'employeur, qui est un règlement intérieur en matière de santé, sécurité et en matière de droit disciplinaire. À ne pas confondre avec le règlement intérieur en matière d'horaire individualisé. Donc je vois une question qui revient sur ce règlement intérieur. Donc c'est pas
c'est pas un accord, mais le règlement intérieur est adopté par le comité social économique, donc il doit être adopté, il doit y avoir une résolution qui l'adopte, ou donc vont voter les personnes qui ont voix délibérative. Non, l'ordre du jour, je vois une question qui revient. L'ordre du jour du comité social économique est élaboré par le président du comité social économique avec le secrétaire du comité social économique. Euh, au niveau du comité social économique, je vois des questions là qui reviennent. Au niveau du comité social économique, ce sont les élus du comité social économique qui vont voter. Donc je ne comprends pas la question sur les organisations syndicales minoritaires vont avoir un rôle limité. Ce sont les élus au comité social économique qui vont voter. Les organisations syndicales sont représentées par leurs représentants, et les représentants syndicaux au comité social économique n'ont pas voix délibérative. Elles ont simplement voix consultative. Électeurs et éligibles. Les personnes qui je reviens, alors là vous avez une question qui porte sur les élections professionnelles. Ça s'emballe un petit peu, là il y a beaucoup de questions tout d'un coup. Une question, on revient sur les élections professionnelles. Les personnes qui représentent l'employeur dans l'entreprise. Par exemple, la personne qui fait fonction de directeur du personnel ou de DRH, si vous préférez. Cette personne n'est pas électeur. Et donc elle n'est pas éligible. Elle pourra, en revanche, participer aux réunions du comité social économique avec voix consultative, pas avec voix délibérative. Alors, il y a une question, quelles conséquences s'il n'y a pas de BDES? S'il n'y a pas de base de données économiques et sociales, le comité social économique ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'a pas accès à l'information. Donc, l'élément stratégique dans toute consultation et dans toute négociation, c'est une information complète et pertinente. Donc, il est nécessaire que cette base de données économiques et sociales soit mise en place. Oui, la délégation n'est pas forcément écrite, ça peut être une délégation de fait. Ça peut être la personne qui exerce de fait le pouvoir de l'employeur en matière de gestion du personnel. Je regarde si je n'ai pas oublié des questions. Donc, ma collègue Nicole me fait remarquer qu'on arrête dans 2 minutes. Donc, s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, je ne crois pas, mais ça peut arriver. S'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur le forum. S'il n'y a pas de BDES, on ne peut même pas parler d'absence de loyauté. Il y a tout simplement infraction au Code du travail. C'est-à-dire que les règles élémentaires n'ont pas été respectées. Dans ce cas, il faut rappeler à l'employeur quelles sont ses obligations légales en la matière. Sans doute qu'il les connaît, peut-être que dans les petites entreprises, il ne les connaît pas bien, les PME notamment, entre 50 et 300 salariés. Ensuite, il est nécessaire de saisir l'inspecteur du travail qui va rappeler les règles du jeu à l'ensemble des acteurs. Et puis, le cas échéant, il sera peut-être nécessaire, dans certains cas, de saisir le juge. Peut-être que simplement le fait de signaler que le juge peut être saisi suffira. Et le juge compétent, c'est le tribunal de grande instance qui devient un juge tout à fait essentiel en matière de droit du travail. Je balaye les questions. On coupe dans 30 secondes.
Et, je vous remercie vraiment pour... je vous remercie. Oui, alors le juge des élections, c'est le tribunal d'instance, mais avec la réforme de la justice qui vient d'intervenir, les compétences du tribunal d'instance vont maintenant être intégrées dans le tribunal de grande instance. Donc le tribunal de grande instance devient le juge de droit commun pour toutes les questions de négociation, consultation.